Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel en confinement, le 6e épisode. J'espère que vous appréciez ce qu'on vous a offert jusqu'à présent. Si vous aimez ce qu'on fait, bien, je vous invite à partager. Puis aussi, si vous suivez les liens sur la description, là, vous pouvez suivre tout ce que TVC Bastiel fait sur la chaîne YouTube. Grosse émission aujourd'hui. Là, on va s'entretenir avec Nicolas Bégin de la CNESST et aussi avec Mélanie Séguin, qui est courtier immobilier, pour discuter là, du marché immobilier, voir les conséquences du confinement et tout ça dans ce secteur-là. Et tout d'abord, comme à l'habitude, on va parler avec Sylvain Caron d'actualité. Sylvain, c'est quoi les sujets aujourd'hui? Oh, on en a beaucoup de sujets, notamment, bon, on va faire un peu le bilan de ce qu'il y a trait en Outaouais, là, du nombre de cas et compagnie. On a la réouverture des écoles aussi qui crée un peu un branle-bas de combat. Et puis, on a des contestations aussi ici et là. Ensuite, on va faire le portrait de ce qui nous attend. On sait que les barrages policiers ont été levés dans la région. Donc, on va faire un peu ce qui reste de ces fameux barrages-là, parce qu'il y en a encore sur les ponts interprovinciaux. Et puis, on va faire le tour un peu de la région aussi en même temps. Excellent. Donc, ben, je te laisse aller avec le bilan là, en Outaouais. Là, ça regarde toujours bien. Bien, ça se regarde toujours bien. On parle quand même d'un nombre de cas qui a légèrement augmenté, mais on est quand même à 354 cas. Donc, 354 avec un nombre de décès qui a augmenté. Malheureusement, en fin de semaine, on a eu 2 autres décès. Donc, on est rendu à 8 décès depuis la fin de semaine. Et donc, on a quand même 211 cas qui sont rétablis, donc pour un nombre total de 135 cas actifs. C'est bien sûr la soustraction des nombres de rétablis et du nombre de décès aussi. Et puis, on a toujours la ville de Gatineau qui est très touchée. On parle de 303 cas, c'est la ville qui en a le plus. Saint-André-Avelin et Val-des-Monts, on est à 7. L'Ange-Gardien et Cantley, on est à 8. Et puis, pour ce qui est du nombre dans la région de Buckingham, eh bien, avec le réseau local de santé, de services de Papineau, auquel on est rattaché, eh bien, on est rendu à 40 cas dans ce réseau local de services. C'est un petit peu difficile de déterminer quel est le nombre ici à Buckingham, parce qu'on rentre aussi avec Gatineau. Donc, c'est un peu plus difficile de savoir exactement comment il y en a, mais il y en a moins de 40 ici dans notre secteur. On parle de la vallée de la Gatineau, qui est à 5 ou moins. Et merci, le RLS, pardon, des collines de l'Outaouais est à 17, quand même assez touché dans ce coin-là. Et puis, Pontiac, on parle de 5 ou moins, mais encore à Gatineau, on parle quand même de plus de 200 à 90 cas dans ce RLS-là. Donc, les chiffres sont quand même encourageants. Et puis, on l'a vu, là, il n'y a pas beaucoup de nombre d'essais malgré qu'il y en a. C'est donc regrettable, mais on est loin de certaines régions, dont Mhm. évidemment Montréal. Bon, mais c'est quand même encourageant. Puis là, le fameux port du masque qui a toujours été sujet de Controversé, débat. oui. Ouais, là, j'imagine que tu vas faire référence à ce qui s'est dit aujourd'hui au point de presse où est-ce que le journaliste demandait, bon, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'imposer par la loi? Pourquoi est-ce qu'on y va avec des recommandations? Mais ça demeure une recommandation qui Très est forte, oui. très forte. Ouais. Oui, oui. Le premier ministre Legault ainsi que les deux autres, Dr. Arruda et Mme McCann, sont arrivés aujourd'hui avec un gros masque artisanal fabriqué. C'est quelqu'un qui lui avait envoyé ça au premier ministre. Donc, il est arrivé vraiment pour lancer un message fort de dire aux gens que c'était dans les endroits publics recommandé d'avoir un couvre-visage, masque, appelez-le comme vous voulez. Et donc, on parle beaucoup de Montréal parce que là, il y a un taux de transmission et aussi une promiscuité entre les gens. On n'a qu'à penser seulement au métro, les transports en commun. Et donc, avec la relance prochaine de l'économie, eh bien, on peut s'imaginer que les gens dans le métro ou dans certains lieux publics très achalandés, bien, où le 2 mètres est quand même relativement difficile à observer, eh bien, on va avoir beaucoup de problèmes avec ça si on ne porte pas de masque. Donc, le gouvernement Legault l'avait recommandé. Et puis, bon, au départ, c'est un sujet assez controversé. Et là aussi, pour ce qui est de l'obligation, eh bien là, il y a des aspects légaux aussi qui entrent en ligne de compte, des chartes et droits et libertés. Docteur Arruda a un peu patiner là-dessus sur cette Ouais. réponse-là, parce qu'il ne savait pas exactement quel article de loi est compris. Il n'est pas avocat, il est médecin. Et donc, mais ça reste comme ça, on le recommande. Et il a ajouté que si il avait à le rendre obligatoire, bien qu'il prendrait les dispositions pour le rendre obligatoire. C'est ça qui n'était pas tellement clair parce que c'était, bon, mais on ne veut pas contraindre, aller à l'encontre des droits, voyons, Les droits et je cherche libertés, oui. des droits et libertés, merci.
Puis on veut pas ça, mais en même temps, si on n'a pas le choix, ben là, on va le faire. Fait que, tu sais, c'est très ambigu comme message. Donc, on recommande aux gens de le faire et puis s'ils n'écoutent pas, ben là, on va prendre des moyens qui sont disposés à prendre pour que ça se fasse. Des moyens plus sérieux. Mm. Bon, à la CSCV, gros article cette semaine là, qui parlait qu'il y a beaucoup de demandes d'exemption là, de la Oui. part des professeurs. Effectivement, on a appris qu'en date du 8 mai, vendredi dernier, il y avait eu 193 demandes qui avaient été formulées à la CSCV pour des exemptions des gens qui ne voulaient pas rentrer au travail. Ça représente environ 10 de l'ensemble des employés, mais là-dessus, il y en a 116 qui ont été refusés pour différentes raisons. Et puis, principalement, les demandes, c'était pour prendre soin d'un proche malade ou des risques de santé inhérents à la personne. On a eu le cas de M. André Rattel qui a 64 ans et puis qui avait fait une demande d'exemption, mais ça avait été accepté au départ. Vu que le gouvernement s'est ravisé sur l'âge, au début on avait mis 60 ans et là on a mis 70 ans plus tard, bien là sa demande a été refusée. Et donc, lui est prof d'anglais, il se dit diabète de type 2 contrôlé et Mhm. puis aussi il a les poumons fragiles à cause de pneumonie précédente. Donc là, lui ne voulait pas rentrer. J'ai tenté de le contacter via Facebook et puis sans succès. Il ne m'a pas répondu à date. J'aimerais ça peut-être lui parler, à savoir qu'est-ce qui s'est passé en date du 11 mai, ce qui est rentré travailler et est-ce qu'il y a eu, s'il est resté chez lui, des représailles. Il avait l'air ferme de dire qu'il ne se présenterait pas, par contre. Effectivement. Effectivement, on a senti chez lui un profond désir de rester chez lui. Mais là, puis de son côté, la commission scolaire n'a pas l'air d'avoir de flexibilité. Ils disent se fier sur la loi, sur ce que les autorités sanitaires donnent comme directive, puis ils s'en tiennent à ça. Effectivement. Donc, je vais les contacter cette semaine d'ailleurs pour en avoir un peu plus long. C'est sûr qu'on a dit qu'on ne commenterait pas de cas particuliers comme celui de M. Rattel, Mhm. évidemment, mais on va tenter de les rejoindre et puis d'avoir un autre son de cloche de ce côté-là. On va d'ailleurs les laisser s'adapter à la nouvelle réalité, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Cette nouvelle réalité-là fait pas ça rend pas tout le monde content, là. Les différents comités de parents des écoles, de la commission scolaire, se sont mis ensemble pour dire nous, on est contre la réouverture des écoles. Effectivement, le comité de parents de la CSCV, qui est composé de 19 parents de chacune des écoles qui sont dans la CSCV, eh bien, se sont mis ensemble pour dire, eh bien, nous, on est contre la réouverture. D'ailleurs, il y a un communiqué qui a été émis par Daniel Cook, qui se trouve à être le président du comité de parents. Et il dit, et je cite, le ministre de l'Éducation improvise un plan de réouverture des écoles alors que le Québec dénombre le plus grand nombre de personnes infectées à la COVID-19 à travers tout le pays. Et donc, il dit, pourtant, le Québec est la seule province canadienne qui procède à la réouverture de ses écoles. Et il souhaite que le ministre de l'Éducation reconsidère la pertinence de sa décision d'ouvrir les écoles de façon si hâtive. Ça annonce un certain débat qui pourrait avoir lieu là, au niveau des comités de parents qui pourraient procéder à certaines demandes. Est-ce qu'ils ont un pouvoir en tant que tel? Ça, je n'ai aucune idée là-dessus. Ça va être intéressant si jamais on réussit à parler à M. Cook, parce que l'autre Mhm. alternative d'aller en septembre, en quoi elle est mieux? Tu sais, il n'y aura pas plus de vaccins à ce moment-là. Exemple Là, on va donné, retrouver oui. dans une saison grippale, des gastro et tout ça, d'autres virus qu'on connaît très bien qui se présentent à l'automne. Donc, tu sais, il me semble qu'il n'y a pas de bonne réponse là-dedans, puis je ne sais pas, je vois pas. D'ailleurs, le premier ministre Legault l'a mentionné aujourd'hui, le virus ne s'en ira pas. Il ne Voilà. disparaîtra pas comme ça, Non. effectivement. Euh, Règles de conduite cellulaire, vitesse, ceinture, MRC des collines. Oui, la MRC des Collines a envoyé un communiqué cette semaine pour dire que oui, bon, les barrages étaient levés dans leur secteur, mais ils étaient là aussi pour contrôler la vitesse, faire respecter le code de la sécurité routière, dont le cellulaire au volant, le port de la ceinture et compagnie. Ils ont dit, on va être là et puis on va être plus attentif
à ça parce que, bon, les beaux jours s'en viennent et puis on a été en confinement longtemps, donc on a peut-être oublié certains Hmm. règlements. D'ailleurs, on l'a vu du côté de Mississauga, une voiture qui roulait à 308 km/h sur l'autoroute Oh. interceptée. Oui, c'est assez spécial, oui, comme vitesse. C'est deux jeunes de 19 ans qui avaient emprunté la voiture de papa. Donc, il va y avoir des conséquences là-dessus. Voilà. Et puis, j'ai parlé aussi, on a levé les barrages routiers. On a gardé certains du côté de Gatineau, notamment pour la SQ qui contrôle celui du pont sur la 5, l'autoroute 5, et Gatineau qui contrôle les quatre autres ponts. Donc, on a mis en place des barrages aléatoires. Et puis, on demande, exemple donné, c'est un barrage aléatoire. Donc, on pose des questions, pas systématiquement à tout le monde, mais on demande, exemple donné, d'où est-ce que vous arrivez, qu'est-ce que vous allez faire dans la région, surtout aux Ontariens. Et donc, aussi aux Québécois. On a dit qu'on posait des questions aux Québécois, mais c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un qui reste à Gatineau d'aller à Gatineau s'il revient du travail, par exemple. Mais s'il n'a pas une bonne raison d'aller en Ontario, bien là, il pourrait, je dis bien il pourrait, avoir des autres sanctions qui pourraient être mises. Mais c'est encore là au jugement du policier, selon M. Marc Tessier, qui est agent à la SQ. Et puis, j'ai appelé aussi, en parlant de Marc Tessier, il m'a dit aussi pour les déménagements, parce qu'on sait que ça s'en vient. Hein. Mhm. Donc, les déménagements, eh bien, ils peuvent avoir lieu. Et j'ai demandé aussi une situation particulière parce que, bon, exemple donné, un couple qui ne vivait pas ensemble, qui décide d'aller ensemble. Est-ce qu'ils vont pouvoir, si c'est pas une famille ou une famille qui décide d'emménager, qui avait déjà des plans pour emménager, eh bien, oui, ça sera permis. Est-ce qu'il va y avoir des recommandations? Ça peut venir un peu plus tard. Est-ce qu'on va demander aux gens de s'isoler, par exemple, pendant 14 jours s'ils ne viennent pas de la même région? Ça pourrait avoir ça. Mais encore là, c'est tout au conditionnel. Mais j'ai aussi appelé du côté de l'Ontario pour voir un peu la vision, qu'est-ce qu'ils avaient, eux. Est-ce qu'ils avaient l'intention de mettre des barrages routiers à l'entrée du Québec, donc des Québécois vers l'Ontario? Et on m'a dit que non, on ne privilégiait pas cette option-là. Et ensuite, on m'a dit également que de leur côté, le fameux 2 mètres n'est qu'une recommandation. Et c'est ce qu'on m'a dit textuellement. J'ai été surpris quand même. Ça m'a quand même un peu. Parce qu'ici au Québec, c'est Ouais, ici, totalement le c'est une contraire. réglementation. Hein. Exactement. Et puis, on peut imposer des amendes. Si et seulement si eux, de leur côté, ils ne veulent pas de rassemblement de plus de 5 personnes. Donc, 4 personnes, incluant les enfants. J'ai demandé ce que les enfants comptaient dans ce nombre-là. Est-ce que c'est seulement 4 adultes? Non. Tous les enfants comptent. Donc, si vous avez de leur côté, exemple donné, un ami qui va aller voir un autre ami, ben, il n'est pas dans l'illégalité s'ils sont que deux. Contrairement ici au Québec où c'est un peu plus restrictif et interdit même dans certains secteurs, surtout en dedans. Donc, il y a pas, on en a parlé d'ailleurs vendredi passé. Donc, les rassemblements sont interdits au Québec et puis on doit se tenir à 2 mètres en tout temps. C'est ça qui est la règle ici et en Ontario, c'est un peu le contraire. On a vu d'ailleurs M. Ford en fin de semaine commettre une Ouais. petite bévue en invitant ses 4 filles chez lui. Et donc, il dépassait le nombre de Ouais, 4 lui, dans ce personnes. cas-là, par contre, là, il est dans l'illégalité officiellement. Là. Effectivement, Hmm. effectivement. Et donc, c'est ça qui a trait pour l'Ontario. Donc, on a des visions un peu différentes entre les deux provinces, mais chaque province contrôle évidemment comment il gère ces situations-là. On pourrait s'imaginer le monde de Gatineau dire bon, mais regarde, moi, je vais voir mes chums, on va aller faire une sortie, on va aller marcher à Ottawa, puis on n'aura pas de problème. Ouais, mais encore là, c'est pas recommandé. C'est sûr que C'est sûr. c'est pas recommandé de le faire. Puis on voudrait pas avoir une migration de gens vers Ah, l'Ontario parce que là, ils pourraient sévir. Là. hmm. Les règlements peuvent changer, évidemment. Une bonne nouvelle pour l'hôpital de Papineau, la fondation qui s'est assurée d'acheter des tablettes pour les patients à l'hôpital. Oui, effectivement, ben là, on voit que les gens sont isolés à l'hôpital, ne peuvent pas recevoir de visite, évidemment. Et donc, on a pris soin
donner une option pour voir leur famille, au moins par téléconférence. Donc, on a une quinzaine de tablettes qui ont été achetées pour notamment les CHSLD et puis pour l'hôpital de Papineau. Donc, on va distribuer ça et puis on va permettre aux gens de pouvoir voir leur famille, au moins d'avoir un peu de support moral de la part de leur famille, même si c'est à distance. Donc, il resterait quelques petites nouvelles pour terminer. Oui, ben, c'est Gatineau qui a annoncé le maintien des subventions aux organismes, notamment culturels. Il y en a 230 projets qui avaient été déjà euh, mis en branle et déjà approuvés. Et donc, il y a actuellement plus de 4,5 millions de dollars sur les 7 points quelques millions qui avaient été déjà promis. Et donc, ça, c'est déjà donné. Donc, on a décidé tout simplement de redonner tout le reste. Et puis aussi, ça aide au soutien de ces organismes-là qui souvent attendaient après ce montant d'argent-là pour continuer leurs opérations. Et puis là, c'est sûr que si on coupe ça, bien, probablement que les projets n'auront pas lieu. Et c'était déjà entamé. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire, on va y aller, on va donner ce qui reste. Et puis, c'était déjà au budget. Donc, c'est sûr que là, le budget va être difficile. On a parlé justement de budget au Québec. On prévoit un déficit assez important au Mhm. Québec. On n'a pas fini de comptabiliser, mais j'imagine aussi que dans les villes, ça va être la même chose. On parlait justement d'un déficit là, de quelques dizaines de millions là, déjà à Gatineau qu'on prévoyait pour la fin de l'année. Ça va être difficile au niveau de l'économie et donc il va falloir prendre notre mal en patience, je pense, au niveau aussi culturel. On ne parle pas d'ouverture d'ailleurs. Et là, ce qui a été un autre petit, une autre petite nouvelle, eh bien, c'est qu'on a appris, Dr Arruda s'est un peu échappé. Et donc, on va avoir des nouvelles cette semaine pour les ouvertures, notamment des parcs, la CEPAC, qui, OK. bon, ça s'en vient. Là. Et puis, on parle d'ouvrir les parcs en Ontario. Donc, on va probablement se donner un objectif ici au Québec. Ça devrait se passer en milieu de semaine, donc peut-être demain ou jeudi, à avoir ces nouvelles-là. Quand même des nouvelles importantes aussi. Ça va être très intéressant à voir si on est capable d'avoir au moins des parcs, des campings. On parlait aussi peut-être des soins corporels, notamment des coiffeurs, de l'acupuncture, des massothérapie, physiothérapie, qui sont des services qui sont pour certains essentiels. Donc, pour améliorer leur qualité de vie, surtout en confinement, on a tendance à moins bouger peut-être, aussi à moins être actif. Donc, si quelqu'un a besoin de services de massothérapie ou de physiothérapie pour soigner une blessure, eh bien, depuis un certain temps, c'est assez difficile de les avoir, ces services-là, si ils peuvent les avoir parce que c'est tout fermé. Donc, là, ça commence peut-être à urger pour certains. Donc, on commence aussi à vouloir penser à réouvrir ça. Parce que, encore là, eh bien, on a dit le virus ne s'en ira pas, il va falloir apprendre à vivre avec. Hmm. C'est ce qui était titré dans la publication Facebook aujourd'hui en marge de la conférence par le premier ministre Legault. Donc, voilà, on peut risquer de voir certains commerces ici rouvrir dans la région, parce qu'on on en a quelques-uns. On n'a qu'à passer sur l'avenue de Buckingham. Il y a, je pense, 2 physiothérapeutes, et puis, bon, il y a des coiffeurs. Il y a, Ah, c'est plein. c'est plein. Et il y a aussi les restaurants qui restent à déterminer. Ça, par exemple, Hmm. ça va être un peu plus compliqué. Pour les restaurants, on n'a pas de date précise à ce qu'il y a très même à une annonce. D'ailleurs, c'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui devrait s'en charger d'ici la fin de la semaine, à ce que Dr Arruda disait. Et donc, il n'a pas voulu annoncer quelque chose qui s'en venait pour ne pas vendre le punch, si on peut dire, à, à, à M. Boulet. Mais on devrait avoir une annonce au moins cette semaine, à savoir qu'est-ce qui va se passer, au moins à se donner une date. Est-ce que ça va être pareil en région et à Montréal? Je ne Ça pense pas. risque pas. Non, c'est Ça ça. risque pas parce que, bon, on n'a même pas ouvert les commerces à Mhm. Montréal avant le 19 mai, si je ne me On trompe pas, repousse pour les les écoles commerces. aussi. Puis on repousse les écoles au 25.
Donc, c'est la semaine prochaine que ça va ouvrir, dans une semaine exactement après le congé. Donc, on n'a aucune idée à savoir quand est-ce qu'on va avoir des idées avec les restaurants et les Mhm. autres secteurs qui restent à ouvrir. Il y en a beaucoup qui sont ouverts, mais il en reste encore pas mal à ouvrir, des secteurs très importants pour l'économie. Là, tu parles de bouffe, puis ça me fait penser au prochain sujet Hmm. que j'aime bien parce que j'aime ça aller là. C'est les activités du marché de l'Ange Gardien qui vont reprendre. Oui, ben c'est vendredi que ça reprend de 11 heures à 16 heures. Eh bien, on va reprendre ça en tout cas, de nouvelles façons, parce que là, on a Comme annoncé des tout. mesures Ouais. comme partout. Et donc, on va être obligé de se maintenir à 2 mètres de distance et puis respecter des normes de salubrité. Mais bon, c'est un marché qui est en plein air, donc ça devrait réussir à être assez facile. Il y a quand même assez d'espace aussi. Et ça va être assez facile pour un marché public comme ça de respecter ces démarches-là. Mais il va falloir quand même les respecter. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Souvent, on y pense, mais j'ai remarqué en me promenant ici et là dans les magasins que le monde fait attention. Mhm. On y pense à ce fameux 2 mètres-là. On Ça le commence à disait faire un peu partie des vies de avant. tout le monde. Absolument. On le Ouais. disait un peu avant pour d'autres types de maladies, un peu comme la grippe, exemple donné en période grippale. Eh bien, là, on commence à voir que c'est non seulement en période de pandémie, mais ça va peut-être durer parce qu'on va l'avoir vécu pendant tellement longtemps que ça va devenir pratiquement un réflexe à ce qu'on peut dire. On dit souvent que ça prend 21 jours pour C'est une changer une habitude. habitude. Ouais. Eh bien là, ça fait au-dessus de 60 jours qu'on est comme ça. Donc, probablement qu'il va y avoir des effets permanents de ce 2 mètres-là. Mais on souhaite un bon succès et puis beaucoup de monde, d'ailleurs, au marché de l'Ange Gardien. Un très beau marché public. Absolument. On va donc aller jaser avec notre premier invité, si tu veux bien, Mhm. Sylvain. Donc, on va jaser avec Nicolas Bégin de la CNESST pour parler là, de la situation au niveau des employeurs, des employés, c'est quoi leurs droits, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans leur milieu de travail pour qu'ils puissent travailler dans un milieu sécuritaire. Donc, on rejoint à l'instant Nicolas Bégin. Alain. Donc, M. Bégin, bienvenue à l'émission. Merci de prendre du temps avec nous aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir. On a vu là, dans les jours précédents qu'il y a des situations particulières, mais évidemment, on a des situations particulières depuis longtemps, là, mais moi, des cas qui m'ont frappé, là, surtout, c'est le retour en classe des enseignants. Dont on a vu des articles passer parce qu'un enseignant d'un certain âge, avec une condition médicale qui le préoccupe, se voit refuser de prendre congé dans la situation et est obligé de retourner travailler. Est-ce que c'est des situations que vous voyez, que vous avez entendues beaucoup dans différents milieux de travail, là, d'être obligé de rentrer travailler malgré le fait qu'un travailleur a peur d'aller dans son milieu de travail? Bien, comment je dirais bien ça, c'est difficile de répondre au cas par cas dans ce genre de situation-là. Évidemment, on a eu un certain nombre de situations qui nous ont été soulevées, soit par courriel, soit notre service à la clientèle, soit aussi sur nos médias sociaux. Je vous dirais, l'idéal dans un cas comme celui-là, il faut comprendre tout d'abord que en matière de normes du travail, il y avait des règles qui existaient avant la COVID-19, il y avait des lois aussi qui étaient appliquées. Ces lois et règlements-là existent toujours et existeront aussi une fois que ce sera passé puis qu'on n'en entendra plus parler. Euh, donc, un employeur et un employé au Québec ne peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment en matière de travail. Donc, ça, c'est de base, mais il faut bien le comprendre pour bien camper le reste. Maintenant, lorsqu'une situation comme ça se présente, je vous dirais l'idéal, dans un premier temps, c'est d'abord en discuter avec son employeur ou le représentant des employés. Là, ça dépend de l'entreprise ou en fait de l'employeur. Mais c'est vraiment d'avoir cette discussion-là, à savoir, ben, est-ce qu'il y a une entente qui peut être prise? Euh, est-ce que je peux travailler à la maison, faire du télétravail? Est-ce que je peux être en prestation de travail plus tard? Autrement dit, être à la maison maintenant, mais faire des heures supplémentaires plus tard pour compenser. Il y a moyen de s'arranger dans certains cas. Et il faut comprendre aussi que la personne ben, doit aussi avoir l'appui de son médecin dans toute cette situation-là, peu importe le cas, lorsqu'il est question de santé ou de domaine médical, mais évidemment, le médecin doit se prononcer aussi. Euh, donc, c'est difficile de répondre au cas par cas. Par contre, il y a quand même des solutions qui existent, là, ça c'est sûr et certain.
Avez-vous vu une certaine, souvent, intransigeance des patrons? Est-ce que les gens disent, ben, regarde, tu es mon employé, tu n'as pas le choix de rentrer, puis c'est ça, il n'y a pas de négociation possible? Bien, je vous dirais que jusqu'à maintenant, il y a une bonne collaboration à la fois des employeurs et des employés. Ça se passe bien. Avec la reprise graduelle, on le voit là, depuis quelques semaines, ça se passe bien. Euh, Autant là, de la part des employés que des employeurs, de l'application des mesures aussi qui sont recommandées. Je vous dirais là, que jusqu'à maintenant, là, le portrait est très, très positif. Tu ne m'aimeras pas, je vais te ramener une situation encore dans du cas par cas peut-être un peu, mais lorsque, moi, de ce que je disais de l'article, si l'employeur est strict et qu'il dit non, tu n'as pas le choix, puis là, de ce que j'en comprenais de la personne en particulier, c'est qu'il va refuser catégoriquement pareil de rentrer travailler. C'est quoi leur recours? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire rendu là quand il n'y a vraiment pas d'entente, là? Bien, je vous dirais que dans ce genre de situation-là, c'est vraiment d'interpeller la CNSST afin de voir en matière de normes du travail, est-ce que l'employeur respecte les normes, mais est-ce qu'en tant qu'employé, je les respecte aussi? Parce que, évidemment, il faut avoir un portrait complet de la situation pour pouvoir aider cette personne-là. Puis je vous dirais, ben, c'est qu'en lui parlant qu'on peut avoir ce juste portrait-là. Bon, ben, que cette personne-là nous dise, ben, voici ma situation intégrale. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ben, nous, on va l'aider, cette personne-là, que la réponse lui soit favorable ou non, ben, on va lui donner l'heure juste. On a vu les chantiers de construction ouvrir il y a 2 semaines. On n'a pas noté vraiment d'éclosion ou d'hécatombe dans ce coin-là. Est-ce que, de un, vous êtes satisfait, j'imagine, et puis de deux, qu'est-ce que en quoi ça diffère maintenant des règles d'avant et des règles d'aujourd'hui, puisqu'il y en avait d'ailleurs dans les chantiers de construction? Ben, d'abord, il faut comprendre qu'en matière d'éclosion, il faut quand même être prudent dans le sens où s'il y avait des cas, par exemple, est-ce que ce serait directement associé au milieu de travail ou la personne aurait contracté le virus, par exemple, en allant faire ses emplettes à l'épicerie? Il faut quand même distinguer les deux. Donc, ça, c'est difficile d'avoir cette certitude-là. Par contre, si on prend par exemple le milieu de la construction, ben, effectivement, il y avait un paquet de règles à respecter sur les chantiers. Mais maintenant, ben, c'est ça. Il y a des nouvelles mesures qui sont mises de l'avant justement pour protéger les travailleurs. Notamment, ça peut être l'ajout de toilettes, ça peut être l'ajout d'eau courante dans certains cas lorsque c'est possible pour pouvoir se laver les mains, le nettoyage des outils, ça peut être la roulotte pour le dîner, par exemple, où il y a une distanciation à respecter. Ça peut être aussi une solution désinfectante lorsque ce n'est pas possible de se laver les mains à l'eau et au savon. Donc, il y a un paquet de mesures là, qui ont été mises en place là, et que les différents travailleurs doivent respecter, là, notamment sur les chantiers. Et est-ce que ça va rester après? Est-ce qu'on pense que ça va entrer dans les normes permanentes pour Ben, justement faudra éviter voir. peut-être? Faudra voir. Écoutez, j'ai malheureusement pas de boule de cristal pour vous dire quelle sera la situation dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Soyez par contre assurés qu'on travaille en collaboration avec la santé publique. Et puis, nous, ben, actuellement, on a la prétention de dire qu'on fait ce qu'il faut et on fait ce qui doit être fait aussi pour assurer la santé des travailleurs, peu importe le milieu de travail. En général, les employés, parce que là, je parlais de cas tantôt de gens qui ne se sentaient pas en sécurité dans le milieu de travail, mais en général, est-ce qu'on observe que c'est positif? Les gens sont contents de retourner travailler et se sentent confortables de le faire? Bien, c'est sûr qu'il y a des gens, par contre, qui peuvent nous interpeller pour nous faire part de certaines situations, c'est-à-dire notamment dans certains cas où l'employeur, ben, selon leurs prétentions, ne met pas en place suffisamment les mesures pour protéger les travailleurs. Ça, c'est un cas qu'on voit souvent, notamment la fameuse distanciation, le lavage des mains aussi. Bon, il y a plusieurs situations. Par contre, je vous dirais là, que ça, on en a reçu un certain nombre. Des fois, c'est fondé, des fois, ça ne l'est pas. Des fois, ben, nous, on va exiger de l'employeur qu'il apporte des mesures correctives à son organisation du travail, à la mise en place de ces mesures-là. Donc, c'est le genre de situation là, qui se produit.
Il y a toujours des inspecteurs en santé et sécurité au travail. C'était le cas aussi avant même qu'on entende parler de COVID, là. On avait à peu près 300 inspecteurs au Québec qui allaient dans les différents milieux de travail faire des vérifications. C'est toujours le cas. Nos inspecteurs sont sur le terrain, donc évidemment, vérifient si l'employeur met en place suffisamment de mesures pour protéger ses employés. Et du côté des employeurs, est-ce qu'ils voient ça comme une dépense d'argent supplémentaire de mettre ces mesures-là, ou est-ce qu'on comprend la chose au niveau du... Mais je pense qu'il y a une compréhension, puis aussi, il faut savoir que, en fait, je ne vous apprends rien en vous disant que ça demande un ajustement pour tout le monde, ça demande une adaptation. Même pour nous, si on doit aller à la quincaillerie du coin, acheter une pièce de plomberie, par exemple, c'est plus comme avant. Il faut attendre. Il y a un certain nombre de clients permis dans le magasin. Il faut se désinfecter les mains. Donc, en milieu de travail, ça demande aussi une adaptation, un ajustement. Évidemment, la première journée ou même dans les jours précédents la réouverture d'un milieu de travail, ça fait beaucoup de choses à assimiler, ça fait beaucoup de choses à mettre en place. Mais je crois que les gens comprennent très bien, que ce soit des employés ou des employeurs, que ces mesures-là ne sont absolument pas là pour leur nuire ou leur mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt assurer leur sécurité. Si, par exemple, dans une entreprise donnée, il y a plusieurs cas de COVID, que les employés doivent s'absenter, il y a quand même aussi un coût économique à ça. Donc, je veux dire, je pense que les gens comprennent bien que ces mesures-là sont non seulement nécessaires, mais doivent aussi être respectées pour assurer la santé et sécurité de tout le monde. Même vous autres, dans vos opérations, ça a dû demander beaucoup de changements. Est-ce que vous êtes capable de fournir à toute cette nouvelle réglementation, puis d'aller sur les chantiers, des milieux de travail, puis faire ce que vous devez faire? Oui, il y a eu beaucoup d'interventions sur les milieux de travail, oui. On parle de centaines d'interventions dans les différents milieux là, depuis, disons, le début mars, là, le moment en fait où la pandémie a plutôt frappé le Québec. Il y a eu aussi beaucoup d'accompagnement téléphonique de la part des inspecteurs. Des fois, ce n'était pas nécessairement pour des demandes d'intervention, mais plus des questionnements que les employeurs avaient. Et ça pouvait très bien se faire là, par visioconférence ou par téléphone. Mais il y a eu aussi des visites sur le terrain. Là, ça, ce n'est pas un problème. Du côté de la CNSST, il y a eu un vaste question-réponse qui a été mis en ligne et qui est toujours ajusté au moment où on se parle, où il est toujours mis à jour chaque semaine. Et ça, c'est bâti à partir des différentes questions que les travailleurs et les employeurs nous soulèvent. Donc, évidemment, on part du principe que si une personne se pose une telle question, il y a peut-être beaucoup de gens qui se la posent également. Donc, la réponse est tout à fait pertinente pour les autres. Et il y a eu aussi une trousse d'outils qu'on a mis en ligne dernièrement, une application aussi avec des aides mémoire afin de soutenir les milieux de travail dans la reprise des activités. Et où est-ce qu'on peut avoir toutes ces informations-là? J'imagine que le site de la CNESST est vraiment complet là-dessus. J'ai été voir un peu. J'ai vu quelques guides aussi. Est-ce qu'il y a un guide général pour tout le monde? Absolument. Il y a une trousse d'outils, comme je le mentionnais, qu'on a lancé il y a une dizaine de jours, dans laquelle on retrouve des aides mémoire, des listes de vérification. Et ça concerne à la fois les employés et les travailleurs. Parce que à la fois, les employés et les travailleurs ont une responsabilité en matière de santé et sécurité au travail. Ce n'est pas uniquement à un ou à l'autre, mais bien aux deux. Ça, c'est bien important de le comprendre. Donc, on a mis dans une trousse d'outils en ligne qui s'adresse à tous les milieux de travail. Maintenant, on est bien conscient qu'il y a certains secteurs où il y a des particularités, notamment la construction, on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi le commerce de détail où il y a une interaction entre, par exemple, un commis et la clientèle. Il y a aussi le secteur de l'éducation et des services de garde où les éducateurs et les professeurs ont une interaction aussi avec les élèves. Donc, on est venu bonifier aussi nos recommandations, mettre des recommandations plus spécifiques par rapport à ces secteurs-là. On a tout mis ça aussi sur une application qu'on peut télécharger gratuitement sur Apple ou Google. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. On a plus de 5000 téléchargements depuis la semaine dernière, le moment où ça a été rendu disponible. Donc, une très bonne réponse des gens là-dessus. Évidemment, on est en 2020 et on est bien conscient que dans les milieux de travail, il y a beaucoup de gens qui utilisent un téléphone ou une tablette. Donc, c'est pratique on offre aussi. ce service-là. Oui, effectivement. C'est pratique, on l'a dans la main si on veut faire nos listes de vérification.
Tout à fait. Puis évidemment, cette trousse d'outils-là sera ajustée au fil de la reprise des activités. Il y a des secteurs où c'est encore sur pause au moment où on se parle. Donc, on ajustera là, le contenu lorsqu'il y aura la reprise graduelle se poursuivra. Bien, un gros merci, Nicolas, de nous avoir partagé cette information-là aujourd'hui. Ça m'a Puis fait au plaisir de plaisir. se rejaser. Ben, pareillement, ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir. Donc voilà, c'était Nicolas Bégin de la CNESST. Et puis pour notre prochain invité, Sylvain, là, on va aller parler de courtage immobilier. Oui, avec la courtier immobilier résidentiel Mélanie Séguin. Leurs activités ont été mises sur la glace depuis le 23 mars et ça a repris hier le 11 mai. On va aller voir comment ça se passe dans ce domaine-là. Mélanie, bienvenue à l'émission. Merci de prendre du temps pour nous parler aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir. Là, on sait que depuis hier, là, le marché est réouvert, les choses s'en réenlignent vers la normale. Mais avant ça, comment c'était là, pendant toute cette période de pandémie-là comment vous avez pu faire vos opérations, là, d'aller visiter les maisons et tout ça? Comment ça marchait? En fait, depuis le 23 mars, on a eu l'avis qu'on devait arrêter tout ce qui était toutes les transactions immobilières. Donc, il a fallu se tourner là, avec les technologies d'aujourd'hui. C'est certain que pour les courtiers comme moi, je suis habituée de travailler de la maison à distance, en télétravail, c'est certain que c'était une adaptation plus facile que certains courtiers qui sont de la bonne vieille méthode d'aller au bureau puis qui fonctionnent encore avec le télécopieur et tout ça. Donc, on a dû s'adapter pour plusieurs. Et même si je suis habituée de travailler à la maison, c'est certain que d'avoir des restrictions côté les inscriptions qui devaient, les mises en marché ont cessé, c'est certain. Mais tout ce qui est visite, les clients, on avait à répondre à beaucoup d'incertitudes de la part de nos clients vendeurs et acheteurs. Donc, ça a pris quelques jours à s'adapter. C'est certain qu'il y a eu une baisse. Ce serait de mentir de dire que ça allait rester sur une ligne droite. Il y a eu une baisse. Par contre, la baisse était là au niveau des inscriptions parce qu'on avait on pourra, j'imagine, en parler plus tard dans l'émission, mais on avait des restrictions. Alors, là, c'est reparti. C'est une phase qui a permis de peut-être prendre un peu de temps pour soi-même, mais aussi de travailler les dossiers, là, des choses qu'on faisait à temps perdu, on a pu remettre tout ça en ordre dans le temps d'arrêt. Et là, au niveau on sait, bon, il y a moins d'inscriptions. Au niveau des prix, est-ce que la guerre de prix est encore là autant aujourd'hui ou est-ce qu'on pense qu'il va y en avoir une guerre de prix? Parce qu'on sait on en parlait justement un peu avant la pandémie, eh bien, il y avait des surenchères beaucoup sur les maisons. Est-ce que ça continue, ça? En fait, pour la guerre de prix, le fait de la guerre de prix qu'il y a eu un ralentissement là, pendant près de 48 jours, la guerre de prix est vraiment causée dans les derniers mois. L'année passée, on voyait ça parce que c'est au niveau du marché qui est un marché de vendeurs. Donc, l'inventaire est encore à la baisse. Oui, il y a eu des inscriptions. Comme je dis, pendant l'arrêt, il y a un moment où on ne pouvait pas inscrire. Ensuite, on a eu des inscriptions virtuelles. Exemple, depuis le 20 avril, toute inscription devait être faite de façon virtuelle, les photos des acheteurs, les vendeurs devaient eux-mêmes prendre les mesures des pièces, tout ça. Puis, on ne pouvait pas visiter. Là, c'est certain que ça a changé. Comme je dis, on en retarde. Mais au niveau des prix, les prix n'ont pas diminué, pas du tout. Est-ce qu'il va y avoir des surenchères? C'est certain que pour un type de maison X, oui, je suis certaine. Comme je dis, l'inventaire est à la baisse. Il n'y a pas beaucoup de propriétés sur le marché. Donc, on s'attend, les prix ne vont pas baisser, ils vont rester stables ou monter, mais je ne crois pas que les prix vont diminuer. Je ne serais pas prête à dire ça, non, pas du tout. On le sait, hein, le printemps, là, c'est la saison de l'immobilier, là, c'est le temps de l'année. Quand il y a eu ces mesures-là qui ont été mises en place, est-ce que vous autres, vous avez tombé un peu en mode panique, si je peux dire, oh my God, ça va avoir l'air de quoi cette année? Là? Puis, dans le même sens, là, maintenant qu'on voit on va reprendre le chemin de la normalité, si on veut, est-ce que vous êtes rassuré que ça va bien se passer?
Oui, le mode panique, là, je pourrais dire qu'il a été fait vraiment à la fin mars. On a eu le 23 qu'on a su qu'on devait quitter le bureau là, avec nos effets personnels, puis on ne pouvait plus au départ revenir jusqu'au 13 avril. Après la date, ça allait être repoussé. Le mode panique, la grosse panique dans ma situation, moi, a été pour les clients qui devaient prendre possession pour le 1er avril. Donc, même les notaires, à ce moment-là, pendant quelques jours, on ne savait pas si les notaires étaient considérés des services essentiels. Donc, ça a été le gros mode panique. Ensuite, le mode panique, le 13 avril, qu'on a su qu'on ne revenait pas et on n'avait pas de date déterminée. C'est certain qu'il y avait toujours une panique, mais il faut être réaliste. En Ontario, les courtiers immobiliers étaient classés comme des services essentiels. Donc, c'est certain que nous, ensuite, on a eu des restrictions. On avait le droit de visiter avec des mesures préventives. Ensuite, on n'avait plus le droit de visiter. Ensuite, on avait le droit de... C'était au niveau panique. Moi, j'ai pris ça plus pour c'était plus au niveau de l'incertitude qui causait un stress pour la plupart des gens, c'est certain. Mais on sait que l'immobilier, c'est impossible que ça l'arrête du jour au lendemain. Donc, il fallait être réaliste, mais s'adapter. C'était plus ça qui a créé la panique. Et le fait de rassurer nos clients, ça, c'était très important parce que eux, pour leur part, étaient vraiment plus paniqués, en tout cas, que moi, que peut-être plusieurs courtiers. Mais oui, donc c'était plus... là, la panique, on est retombé, mais hier, on paniquait un peu parce que ça a reparti. C'était la journée qu'on recommençait. Donc là, hier, c'était vraiment occupé. Là. On aurait dû une journée en plein mois de juillet l'année passée. Ça a l'air de quoi, justement, comme... Oui, on sait que vous pouvez vous remettre à travailler, mais là, j'imagine qu'il y a quand même certaines limites dans lesquelles vous pouvez opérer. Oui, bien en fait, ça a l'air de quoi? Du 20 avril jusqu'à vendredi, qu'on a su qu'on recommençait le 11, les mises en marché étaient virtuelles, donc on avait des notes ajoutées à notre restriction, tout ça, donc on ne pouvait pas visiter, et il y avait les transactions prioritaires jusqu'au 31 juillet. Donc là, ça, c'est mis de côté. On peut recommencer nos activités. Alors, hier, on a eu beaucoup de téléphones, des gens qui attendaient le retour de l'immobilier. Et pour remettre leur maison sur le marché ou la mettre, qui ne l'ont jamais inscrite et qui voulaient faire une inscription. On a la clientèle qui avait mis leur maison en marché entre le 20 avril et dimanche. Donc, on avait aussi ces dossiers-là à traiter qui se traitent d'une façon différente parce que là, exemple, les photos, on envoie le photographe cette semaine parce que là, c'est permis. Donc, tu sais, c'est vraiment, on est tellement occupé, mais c'est un côté occupé du jamais vu. Parce que chaque situation est différente. Puis, exemple, là, il y a des formulaires spéciaux qu'on doit remplir là, pour que les vendeurs et acheteurs déclarent qu'ils n'ont pas aucun symptôme de la COVID. Donc, c'est encore une adaptation et plein de détails et de règles qu'on doit suivre qui ne sont pas habituelles. Donc, c'est pour ça que ça fait, même si oui, on est occupé, mais on a un autre côté très occupé qui va être, j'imagine, limité à quelques mois. Puis ensuite, peut-être que tout va revenir à la normale. Et là, on en parlait, est-ce que vous pensez justement que ça va être fou, votre été, à un point tel où vous arrachez les cheveux sur la tête ou pour les prochains mois? Parce que là, on voit, on avait quand même la même quantité de maisons qui va se vendre ou qui avaient l'intention de se vendre. Mais est-ce qu'on voit certains acheteurs vouloir reculer, par contre? Exemple donné, on a perdu notre emploi, on était en recherche, puis là, la personne vous appelle et puis me dit ben, finalement, j'ai plus assez de mise de fonds ou mes priorités ont changé. Est-ce que ça se voit? Pour ma part, j'ai vu deux situations qui s'apparentent un petit peu à ce que tu viens de dire, Sylvain, mais est-ce que ça fait une crainte à un point que les gens vont reculer et ne pas vendre leur maison cette année? Peut-être, sûrement. Pour moi, ma part, ça ne m'est pas arrivé. J'ai eu par contre un client qui avait fait une promesse d'achat sur une propriété et une semaine, en fait, tout devait se concrétiser. J'avais même reçu le financement et malheureusement, son emploi était incertain. Donc, il a pris lui-même la décision parce que là, on parle de la fin mars, donc il s'est retiré. Et là, j'ai eu l'appel en fin de semaine en demandant si la propriété était encore disponible. Donc, le même acheteur voulait revenir. Ça, c'est arrivé. J'ai l'autre côté des clients qui voulaient attendre la mise en marché. Et ils ne voulaient pas reculer, ils ne voulaient pas le faire non plus pendant la mise en marché virtuelle, ils voulaient attendre la mise en marché officielle, là, de la bonne façon qu'on est habitué de faire. Donc, cette situation-là. Et j'ai des clients qui ont eu leur financement un petit peu avant la période du COVID. Donc, là, je parle exemple février-mars
peut-être même début avril, qu'eux doivent retourner à leur institution financière parce que leur emploi a un petit peu changé ou ils sont encore avec la PCU. Donc, ce côté-là. Mais est-ce que ça va reculer à un point que plus personne ne va vouloir mettre la maison sur le marché? J'en doute. Je pense pas, non. Ça serait très avantageux pour eux là, parce qu'on est reparti et je m'attends à être aussi occupée qu'année passée. Est-ce que vous devez faire preuve dans ce moment-là de flexibilité un peu? Est-ce que les règles changent dans le sens que si quelqu'un, justement, se retrouve dans une situation financière différente, est-ce que c'est fini, vous pouvez pas être un acheteur potentiel ou bien si vous faites preuve un peu de flexibilité au niveau du temps des dossiers là, pour qu'ils puissent faire une autre offre ou se replacer, tout ça? Bien, encore là, c'est certain qu'on est régi à la loi, donc il n'y a pas quelqu'un qui perd son emploi, qui n'a plus sa lettre de financement, bien, on ne peut rien faire. Là. C'est quand même des règles qu'on doit suivre, c'est la logique des choses. Par contre, c'est certain qu'au niveau des délais, il y a des formulaires. Donc, si quelqu'un, le financement termine, exemple, le 16 mai, et que moi, je me rends compte que le 14, je n'ai toujours pas reçu la lettre de financement de mon client acheteur, je vais faire une demande au courtier inscripteur pour avoir un délai là, supplémentaire de quelques jours. Puis, c'est du cas par cas, dossier par dossier. Donc, oui, il faut faire preuve de flexibilité, autant pour nos acheteurs et les vendeurs, parce qu'eux aussi, on a là en ce moment, il ne faut pas oublier aussi les transferts militaires. Donc, les militaires, là, nos clients vendeurs qui ont des propriétés à visiter, eux aussi avaient des restrictions de leur employeur. Donc, ils ne pouvaient même pas partir en voyage de recherche de domicile. Et s'il y avait une promesse d'achat sur leur propriété, ça fait l'effet domino. Ils veulent vendre leur propriété, mais ils doivent se reloger, aller visiter des propriétés ailleurs au Québec, mais eux aussi sont limités. Donc, les délais, on peut, on est sûr qu'on a des délais plus longs, vu la situation, mais si le délai arrive à échéance, c'est certain que pour une belle collaboration, puis de faire en sorte que le dossier se termine toujours selon les règles de l'art, c'est important, oui, la vitesse, d'être flexible, puis d'utiliser nos outils qu'on a, exemple, la modification là, pour prolonger les délais s'il y a lieu. Et les institutions financières, de leur côté, est-ce qu'ils sont un peu plus flexibles au niveau où on parlait du financement? Si le financement avait été accordé, exemple donné pour quelqu'un qui a perdu son emploi, mais temporairement, est-ce qu'on est prêt à attendre ou c'est vraiment zéro intransigeance de leur côté? Sylvain, j'aimerais ça répondre. Par contre, je ne suis pas la personne placée pour répondre à ça. Cependant, je pourrais dire que les institutions financières, quelqu'un qui a été approuvé sur une lettre d'approbation, là, ça peut être, il y en a qui c'est bon pour 3 mois, 6 mois, il faut être logique. Si quelqu'un a eu sa préapprobation en janvier, puis qui a perdu son emploi complètement, puis qui veut faire une promesse d'achat, ou qui a été préapprouvé à un montant X et que sa situation a changé, c'est certain que je vais conseiller à mon client, et je l'ai fait d'ailleurs hier, de retourner voir son institution financière pour voir le montant auquel la personne est préapprouvée. Parce que oui, il peut y avoir du changement. Et est-ce que les banques vont dire oui, achète la maison, même si tu as perdu ton emploi? Je doute là. C'est pas moi qui pourrais répondre à ça. Par contre, comme je dis, on s'adapte, on est flexible et c'est toujours une collaboration entre le courtier et moi. J'aime beaucoup collaborer avec les institutions financières, le courtier au dossier des clients acheteurs. Donc, mais est-ce que quelqu'un a vraiment perdu sa propriété ou l'achat de la propriété pour une situation de perte d'emploi due au COVID? Je ne l'ai pas vécu personnellement. Est-ce que c'est arrivé? Peut-être que oui, probablement, mais pas de mon côté. On a vu cette semaine, ou c'était-tu la semaine passée, je ne suis pas certain, on prévoit là, des taux de chômage, de battre des records, on parle des taux de chômage de 30 %. Est-ce que ça vous inquiète? Ben, j'imagine que ça va nécessairement, là, ça vous inquiète de voir, j'imagine, ces taux-là, puis comment ça va affecter le marché à court et à long terme? C'est drôle, tu poses la question, puis un vendeur, hier, un de mes clients vendeur m'a posé la question. On va être réaliste. Quelqu'un, oui, ça fait, tout le monde, ça nous fait peur, l'économie, tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est un côté. Par contre, on va être réaliste. Quelqu'un qui achète une propriété, puis là, je parle monsieur, madame, tout le monde, il y en a qui ont les moyens, il y en a qui ne les ont pas, il y en a qui vont les avoir dans quelques années, et il y a plein de facteurs qu'il faut considérer. Mais si on parle d'emploi, exemple, nous, on a beaucoup de clients, là, je suis en majorité, si je parle de mes clients, les fonctionnaires fédéraux. Exemple, eux, c'est certain que oui, ils travaillent plus, mais ils sont quand même rémunérés. Il n'y a rien qui change de leur côté ou ils sont en télétravail. Mais quelqu'un qui perd
son emploi ou qui tombe en chômage, est-ce que cette personne avait déjà, exemple, la préapprobation, puis est-ce que c'est quelqu'un qui peut s'acheter une maison? Peut-être, puis il y en a qui non, mais c'est là qu'il va falloir, oui, ça fait peur, mais je me dis, quelqu'un, tu sais, est-ce que c'est là qu'il faut, c'est pas moi encore là qui a la réponse à ça, mais est-ce que la personne va être capable c'est temporaire, le chômage, c'est 2 mois, ils vont recommencer au mois de juillet. Tu sais, ça dépend vraiment des situations. Fait que oui, c'est une crainte, mais pour mes dossiers à moi, dont je parle, j'ai pas eu cette crainte-là face aux pertes d'emploi ou aux gens qui sont justement sur le chômage ou sur un autre moyen là, de rémunération quelconque. On le voit, les maisons à Gatineau sont très chères, on le sait, sont de plus en plus chères. Et puis, on parle d'une propriété en moyenne autour de 300 000 pour une maison moyenne. Est-ce que ça fait que, bon, les gens vont se dire, bien, finalement, on va essayer d'aller un peu plus vers des régions, des villes comme ici en Basse-Lièvre, par exemple, d'aller en Petite-Nation, puis on va faire du télétravail et puis on va se permettre une maison qui va coûter beaucoup moins cher que si on était au centre-ville de Gatineau. Sylvain, si ça l'a coupé, tu demandais si j'ai vu qu'il y a des gens que c'est ça qui décideraient de faire, par exemple? Oui, oui. OK. Oui, d'aller plus loin. D'aller plus loin, c'est certain qu'en région, mais je ne devrais pas dire éloigné, c'est pas si loin, mais si on utilise le terme, c'est sûr que Gatineau, centre-ville versus dans la destination, oui, les prix sont différents, j'en conviens. Est-ce que, encore là, je parle pour moi, j'ai pas de client à qui c'est arrivé. J'ai eu des questions à cet effet-là, oui. Puis les gens sont réalistes aussi. C'est certain que chaque situation est différente. Souvent aussi, on est conscient qu'il y a une préapprobation d'un montant X. Ça ne veut pas dire d'aller acheter la propriété au plus haut montant puis d'être pris là, à la gorge puis de payer une maison juste parce qu'on est approuvé vraiment plus haut. Puis dans le fond, fait que tout est relatif. Est-ce que ça va arriver? Sûrement, surtout que les employeurs font preuve vraiment de flexibilité. Exemple, au gouvernement fédéral, là, il y a des employeurs, certains ministères qui n'étaient vraiment pas prêts pour le télétravail, se sont tournés sur un dessous, puis ils ont mis les outils nécessaires pour leurs employés. Donc oui, ça pourrait, c'est peut-être quelque chose, oui, qu'on va voir, ça pourrait très bien. Les gens qui sont intéressés à acheter, qui voudraient faire des visites puis aller te rencontrer ou rencontrer d'autres agents, c'est quoi les mesures là, pour les rassurer là, qui sont prises pour être sûr qu'il n'y a pas de danger d'aller visiter des maisons? Là, en ce moment, on a le formulaire qu'on devait remplir. C'est certain que là, il n'est plus obligatoire. Par contre, notre agence nous l'oblige. Puis, c'est une façon que je trouve que tout le monde devrait utiliser. Alors, première des choses, pour assurer le vendeur, on fait remplir le formulaire de déclaration de COVID que le vendeur n'a pas été, aucun symptôme de la COVID, qu'il n'a pas été en contact avec des gens qui ont voyagé ou qui ont le symptôme. Et la même chose, le même formulaire du côté des acheteurs. Donc, ça, c'est la première étape. Les deux côtés sont rassurés. Ensuite, les mesures, les directives, un courtier à la fois avec un acheteur, donc un des deux, pas d'enfants. Il y en a des fois qui arrivent visiter en temps normal, là, en grosse famille, le père, la mère, la belle-mère, les enfants. Bon, c'est certain que ça, c'est non. On demande aux vendeurs, avant d'écouter les lieux pour la visite, d'ouvrir les portes. Donc, toutes les portes qu'on pense que quelqu'un, le grand walk-in dans la chambre, on ouvre la porte. Normalement, la porte serait fermée, le courtier ou même l'acheteur va l'ouvrir. L'acheteur touche à aucune poignée de porte, aucune lumière. Vraiment le moins de contact. Là, je sais que Remax vont nous fournir des masques. On a aussi les gants, le Purell. Donc, ça, c'est des mesures qui sont prises. Est-ce que ces mesures-là vont rester? Je ne peux pas prévoir. Par contre, je crois fortement que ce sont des mesures qui devraient être considérées dans le futur, COVID ou pas COVID. Et c'est une période de réflexion parce que, exemple, voyons, de se laver les mains tout le temps, puis de limiter de toucher à tout et de limiter les déplacements. On a vu dans la période dans les 48 jours, il y a eu une période aussi, quand je dis les visites virtuelles. Donc, moi, j'ai des clients vendeurs qui m'ont pris des vidéos de chacune des pièces. J'avais ça dans mon ordinateur et les courtiers qui allaient visiter, ça, je parle, c'est des propriétés qui étaient inscrites avant le 20 avril. Donc, j'envoyais les vidéos des pièces au courtier. Le courtier l'envoyait à son client acheteur. Donc, ça donne une bonne idée. On a eu des visites avec FaceTime, des visites avec Messenger Audio. Donc, ça aussi,
on peut voir avec les photos, la vidéo, si la maison vaut vraiment la peine qu'on aille mettre le pied dedans. Donc, ça, c'est toutes des mesures qui rassurent les vendeurs, les acheteurs. Puis, je pense que c'est des choses qu'il faut considérer aussi pour le futur qui vont juste être bénéfiques pour tous, qui ne peuvent pas nuire, dans le fond. Oui, mais j'imagine que c'est comme une pré-étape parce qu'il n'y a rien comme rentrer dans la maison que tu veux acheter. C'est certain. Tout à fait. Mais est-ce que tu t'attendrais à avoir moins de visites le temps que les gens, que la peur a diminué un peu pour les quelques mois qui s'en viennent? Oui, mais ça, c'est oui et non. J'ai oublié un point important là, juste avant quand je parlais des règles, des mesures directives. Exemple, mettons, là, je m'en vais visiter, on s'en va ensemble visiter une maison. Que la préapprobation soit, que tu aies obtenu ta préapprobation ou non, tu peux visiter la propriété. Nous, on a des clients vendeurs qui ne veulent aucun client dans leur maison s'ils n'ont pas la préapprobation bancaire. Ça, c'est dans une situation normale. Depuis le COVID, on s'entend, il n'y a pas un vendeur qui va avoir monsieur, madame, tout le monde dans sa maison juste pour le plaisir d'aller visiter et de sentir l'énergie. Des voyeux, là. Exact. Donc, moi, mon rôle, le rôle du courtier, dans le fond, et je pense que la plupart vont le faire, la préapprobation bancaire, c'est certain que si quelqu'un m'appelle, veut aller visiter et n'est pas préapprouvé à la banque, je vais le mettre en contact avec quelqu'un. La personne, j'imagine, est capable de savoir si oui, elle va pouvoir l'emprunter ou non. Et c'est certain que j'aime vraiment me promener avec une préapprobation pour éviter. Là. Donc, ça aussi, c'est des mesures qui devraient être considérées puis qui rassurent les parties. Bien, super, Mélanie. Merci beaucoup pour les clarifications. C'est un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci. Un gros merci à Mélanie Séguin, aussi à notre invité avant ça, Nicolas Bégin de la CNESST. C'était vraiment intéressant d'entendre leur point de vue chacun dans leur domaine respectif. Sylvain, merci à toi pour l'actualité aujourd'hui. Bon travail comme d'habitude. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu penses qu'on va voir là, pour d'ici la reste de la semaine puis notre émission de vendredi? Eh bien, c'est sûr que le restant de la semaine, on va parler des prochaines annonces qui devraient avoir lieu. Si ça a lieu soit mercredi, soit jeudi. Si ça a lieu cette semaine, s'il n'y a pas d'autres événements qui viennent contrecarrer un peu les plans, mais on devrait savoir qu'est-ce qui va arriver dans d'autres domaines, dont notamment les parcs et aussi certains soins personnels. On attend ça et je suis certain qu'il y en a beaucoup dans la région qui attendent ça impatiemment. Oui, définitivement. Bien, merci à toi encore une fois, puis on se revoit bientôt. Merci à vous autres de nous avoir écoutés. Au plaisir de vous revoir. Bonne journée.